Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le thème 5, le fonctionnement du système immunitaire humain. Nous avons commencé ce thème avec le chapitre 1, l'immunité innée, et nous sommes en train de répondre à la problématique comment un danger est-il rapidement détecté. Par rapport à la séance de travaux pratiques lors de la dernière séance, nous avons pu visualiser au microscope optique une lame de frottis sanguin, c'est-à-dire une lame de sang. Ici, vous avez une définition qui est meilleure que ce qu'on a au lycée, ce qui va permettre peut-être de mieux comprendre ce qu'on y voit. Dans le sang, qui est un tissu qui est constitué de cellules et de matrices extracellulaires qui est particulière vu qu'elle est liquide, on a tout d'abord des globules rouges. Ces globules rouges, vous voyez que de manière centrale, ils sont plus clairs. En fait, c'est parce qu'ils ont une forme biconcave et donc ils sont moins épais au centre. Nous avons des globules rouges ici ou encore là, etc. Nous avons également des globules blancs. Ici, nous avons un premier type de globule blanc et ici, nous en avons un autre. En première spécialité SVT, nous n'avons pas besoin de connaître le nom exact des globules blancs, peut-être à part le fait que globule blanc, c'est également appelé des leucocytes, puisque leuco signifie blanc. Et enfin, vous avez des toutes petites cellules qu'on remarque à peine, ici, là ou là, qui sont souvent en chapelet, c'est-à-dire regroupées ensemble. Il s'agit des plaquettes, et les plaquettes sont des cellules qui interviennent au moment de la coagulation sanguine. Voilà donc pour notre lame de sang et ce qui m'intéresse particulièrement par rapport au cours sur le système immunitaire humain, ce sont les globules blancs, donc ce sont ces grosses cellules ici avec un noyau important. Attention, ici il s'agit d'une coloration assez spécifique. Les couleurs ne sont pas naturelles pour les globules blancs et les plaquettes. Et on a l'impression qu'on a un noyau ou plusieurs noyaux, mais en fait, il ne s'agit que d'un seul noyau qu'on dit trilobé en 3 lobes. Voilà, alors qu'ici on a un noyau qui est vraiment de taille importante. Voilà ce qu'il y a à voir sur cette image. Si je continue, ici, on va passer à la correction de l'activité 1B, modélisation de la réaction inflammatoire. Afin de modéliser la réaction inflammatoire, sur mon moteur de recherche, je tape le nom du logiciel en ligne et du modèle. Puis je vais dans modélisation algorithmique à multi-agent. Une fois que je suis sur le site internet, je vais charger un modèle et je charge le travail de ma collègue de lycée, Madame Rambaud. Et ici, ce qu'on voit, ce sont que les cases du logiciel se sont remplies. On a en vert les bactéries qui va être ici notre agent étranger et on a en rose les cellules dendritiques qui sont à l'intérieur de mon tissu. Et on va essayer de voir ce qui se passe maintenant que les bactéries sont rentrées dans l'organisme, donc c'est la contamination, et qu'elles se sont multipliées, donc c'est l'infection, la prolifération de ces microbes. Je peux régler la vitesse de l'animation et je la lance. Et je vois que lorsque la cellule dendritique rentre en interaction avec la bactérie, cela produit donc des croix roses qui sont des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation, on en a vu 2 cette année. On a les prostaglandines qui sont responsables de la douleur et on a également les interleukines qui vont avoir un rôle qui va particulièrement nous intéresser. Ces interleukines, lorsqu'elles rentrent en interaction avec mes cellules circulantes pourquoi? Parce qu'ici nous avons un vaisseau sanguin, donc la paroi du vaisseau sanguin représentée en rouge, et donc à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, des cellules qui vont circuler dans le sang, c'est pour ça qu'on les appelle des cellules circulantes, vous l'aurez compris. Et
Il s'agit bien d'un modèle, attention, parce qu'ici, mon vaisseau sanguin, il n'est pas entièrement, comment dire, complet. La ligne n'est pas complète, c'est pour représenter la sortie potentielle de ces cellules circulantes du vaisseau sanguin vers le tissu inflammé. Et cette sortie, elle se fait comment? Elle se fait après le recrutement des cellules circulantes par les médiateurs chimiques de l'inflammation. Et dans ces cas-là, on va avoir ces cellules circulantes qui vont traverser très rapidement la paroi des vaisseaux sanguins et qui vont envahir les tissus. Et les cellules circulantes, vous voyez qu'elles sont représentées de manière ici assez imposante. Lorsque elles sont dans les tissus, elles vont se différencier ensuite en macrophages et ces macrophages sont représentés ici. Les macrophages peuvent contribuer à la phagocytose des éléments étrangers et à la réparation tissulaire. Donc ce sont les macrophages qui, grâce à 4 étapes de la phagocytose qui sont l'adhésion, c'est-à-dire que le macrophage va se mettre contre la bactérie et puis va l'ingérer, c'est la deuxième étape, avant de la digérer et enfin d'expulser le contenant du micro-organisme qui y a à l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. Et on va voir qu'il y a un fragment du motif moléculaire étranger qui va être conservé et qui va potentiellement être présenté à d'autres cellules immunitaires. C'est ce qu'on va appeler du coup ce macrophage qui présente un fragment moléculaire étranger, une cellule présentatrice d'antigènes ou CPA. Lorsque la réaction inflammatoire a lieu, c'est-à-dire que mes cellules dendritiques ici reconnaissent une bactérie, ce qui va leur permettre aux cellules dendritiques de produire des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation qui vont aller à la rencontre des cellules circulantes. Ces cellules circulantes vont pouvoir sortir du vaisseau sanguin et se différencier en macrophages. Et bien, dans ce cas-là, on peut avoir, par exemple, c'est ce qui est représenté ici, c'est-à-dire que le système immunitaire arrive à nous défendre et il n'y a plus de micro-organismes. Si à l'instant l'issue est bénéfique pour le corps, ça peut ne pas toujours être le cas. C'est-à-dire que ici, si je relance l'animation, j'ai toujours exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire que je vais avoir ma bactérie qui va rentrer, ma cellule dendritique qui va la reconnaître, produire des médiateurs chimiques de l'inflammation, les croix roses. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation vont permettre le recrutement de mes cellules circulantes, là, les grosses cellules, qui vont se différencier en macrophages. Et les macrophages, elles, peuvent réaliser la phagocytose. Sauf que en fonction du type de micro-organisme, de comment le corps réagit, des probabilités de rencontre entre les éléments, ça peut avoir une issue plus ou moins bénéfique. Et vous voyez qu'ici, les bactéries gagnent du terrain et que le corps n'arrive pas à se défendre grâce à cette première ligne de défense qui est la réaction immunitaire. Et il va certainement y avoir besoin d'un autre système qui va devoir se mettre en place. C'est ce qu'on étudiera lors de la prochaine séance. Je vous rappelle que le fichier que j'utilise est téléchargeable sur Moodle et il vous permettra de mieux comprendre quels sont les différents agents, mais également quelles sont les différentes règles utilisées, comme par exemple la reconnaissance des cellules dendritiques avec les bactéries, ou encore les bactéries qui se multiplient. Il faut savoir qu'une bactérie se divise, donc donne 2 bactéries toutes les 20 minutes environ. Le recrutement des cellules circulantes, c'est-à-dire que lorsqu'on a un médiateur chimique de l'inflammation qui va être en contact avec des cellules circulantes. La phagocytose, c'est quand les macrophages sont acteurs de la phagocytose et vont donc participer à l'élimination des micro-organismes. Et enfin, l'arrivée de cellules circulantes dans les tissus. Il faut imaginer ici qu'on a
la circulation sanguine et donc on a des nouvelles cellules circulantes qui arrivent au fur et à mesure. Maintenant qu'on a corrigé donc cette activité 1B sur la modélisation de la réaction inflammatoire, je vous propose l'activité 1C qui était à faire sur le logiciel Rastop. Et on vous indique qu'au cours de la réaction inflammatoire, l'acide arachidonique, donc l'acide arachidonique, il s'agit d'une petite molécule d'un acide gras, donc ça fait partie des lipides, qui est métabolisé, donc qui est transformé en prostaglandine, et la prostaglandine est responsable de l'apparition de certains symptômes de la réaction inflammatoire, comme la douleur. C'est une enzyme qui est nommée COX qui va catalyser la réaction aboutissant à la synthèse de la prostaglandine. Donc l'acide arachidonique, grâce à l'enzyme COX, est transformé en prostaglandine. Ça permet de réviser les notions importantes qu'on a déjà fait ensemble sur les enzymes. L'acide acétylsalicylique inhibe, donc empêche l'action de cette enzyme COX en bloquant son site actif. L'apparition d'intolérance à l'aspirine a conduit depuis quelques années le milieu médical à lui préférer un autre produit qui est l'ibuprofène. On cherche à démontrer que l'ibuprofène a une action équivalente à celle de l'aspirine pour empêcher la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine grâce à l'enzyme COX. Pour cela, il va falloir rédiger notre première étape qui correspond à quel est le protocole à mettre en œuvre. Pour pouvoir faire un protocole, il nous faut déjà une problématique et ensuite, quels sont les résultats attendus. Notre problématique étant, on cherche à montrer, je reprends le verbe et je mets devant comment montrer que l'ibuprofène a une action équivalente à celle de l'aspirine pour empêcher la transformation de l'acide arachidonique qu'on a vu ici en prostaglandine et cela grâce à l'enzyme COX. Ce que je vais essayer de visualiser en 3 dimensions grâce à mon logiciel Rastop, c'est tout d'abord le lieu de fixation du substrat nommé acide arachidonique, c'est le substrat naturel de l'enzyme COX et ce substrat va certainement se mettre au niveau des acides aminés spécifiques du site actif. Donc je rappelle qu'il y a des acides aminés qui sont spécifiques au substrat et qui vont permettre d'avoir le contact entre l'enzyme et un substrat donné. Et il y a également des acides aminés spécifiques à l'action. Ici, l'action, c'est la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. Ce qu'on va également essayer de visualiser, ce sont les interactions possibles entre l'aspirine et l'enzyme COX d'une part, et l'ibuprofène et l'enzyme COX d'autre part. Les résultats attendus, je m'attends à observer la fixation de l'aspirine et de l'ibuprofène au niveau des acides aminés du site actif de l'enzyme, et ça va donc l'empêcher d'assurer sa fonction, c'est-à-dire la fixation de l'acide arachidonique et donc la transformation de cet acide arachidonique en prostaglandine. Pour montrer que l'ibuprofène a une action équivalente à celle de l'aspirine pour empêcher la transformation de l'acide arachidonique, le substrat, grâce à l'enzyme COX en produit, la prostaglandine, je vais avoir besoin du logiciel Rastop. Pour cela, je vais dans Démarrer, je tape le nom du logiciel et je vais avoir une fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, je vais aller dans Fichier ouvrir ou tout simplement Ouvrir. Puis dans mes espaces, ressources pédagogiques, SVT, banque de données, banque de molécules, immunologie, médicaments anti-inflammatoires. N'hésitez pas à aller dans tout fichier si jamais vous ne visualisez pas les fichiers. COX-1, acide arachidonique. Puis en deuxième, je vais COX-1, aspirine. Et enfin, COX-1, ibuprofène. Je vais pouvoir mettre ces fichiers côte à côte grâce à l'icône ici avec les 4 rectangles blancs qui sont les uns à côté des autres. Maintenant que c'est fait, ce que je vous propose de faire, sachant que l'ordre est assez aléatoire en fonction de ce que vous préférez faire, c'est de pouvoir afficher en mode ruban pour pouvoir bien visualiser les structures. Sachant qu'à chaque fois, on a une enzyme et un substrat, puisque COX-1 plus acide arachidonique, aspirine ou ibuprofène. Je vais aller dans ruban, afficher seul, et puis je vais pouvoir le colorier par exemple en bleu. Je peux également mettre le fond blanc. Je vais pouvoir faire ça pour les autres. Le fond blanc, et puis dans Atome, ruban, afficher seul,
que je vais pouvoir mettre en bleu. Et enfin, le dernier, le fond blanc, l'atome que je vais pouvoir mettre ruban affiché seul et en bleu. Maintenant que c'est fait, je vais essayer de faire en sorte que mes molécules soient dans la même configuration spatiale. Avec un petit peu de patience, j'arrive à mettre mes hélices alpha ici, puis là je vois une boucle. Je vais maintenant pouvoir peut-être mettre en évidence les différents substrats. Pour cela, je vais aller dans le premier acide arachidonique et je vais taper ACD puisque ça va être le diminutif de cette molécule. Je mets OK, je vois que j'ai 22 atomes de sélectionnés, je vais pouvoir les prendre en rouge et en sphère. Je vais faire la même chose pour l'aspirine. Attention, ACD ici ne va pas fonctionner, il faut que je tape SAL. C'est indiqué dans la consigne, dans la mise en situation et les recherches à mener. Je mets OK. Je vais par exemple les mettre en vert et puis en sphère. Donc je vois ici. Et enfin, pour le dernier, pour l'ibuprofène, c'est IBP. Je vais mettre OK. Je vais mettre en violet et en sphère. Ce que je peux visualiser facilement, c'est que dans les trois situations, on a les acides aminés du site actif de l'enzyme COX qui ont l'air vraiment de prendre en charge, d'être au contact de notre substrat, que ce soit l'acide arachidonique qui va être transformé en prostaglandine, ou alors l'aspirine ou l'ibuprofène qui vont pouvoir se fixer à l'emplacement de l'acide arachidonique qui est le substrat naturel de l'enzyme COX. Pour l'étape 3, nous allons présenter les résultats. Ici, j'ai mis côte à côte des captures d'écran de mes 3 fichiers utilisés. Avec, pour la gauche, la représentation 3D de l'interaction entre l'acide arachidonique et l'enzyme COX, et plus particulièrement les acides aminés du site actif de l'enzyme COX. Au milieu, la représentation en 3D de l'interaction entre l'aspirine et l'enzyme COX. Et enfin, la représentation en 3 dimensions de l'interaction entre l'ibuprofène et l'enzyme COX. J'ai fait attention à faire en sorte que les différents substrats, acide arachidonique, aspirine et ibuprofène, occupent la même place à l'intérieur de l'enzyme. Pour répondre à la question, en étape 4, je vais avoir 3 étapes différentes. Ce que j'ai observé, ce que je connais en rapport avec les documents ressources et également ce que je peux en déduire. Donc pour l'étape 4, je vois que les acides aminés du site actif, en bleu clair de l'enzyme COX, en bleu foncé, sont en interaction avec l'acide arachidonique en rouge. Je vois que pour l'aspirine, mais également pour l'ibuprofène, cela occupe le même emplacement que le substrat. Ensuite, je sais que l'enzyme COX doit entrer en contact avec la molécule de substrat, l'acide arachidonique, pour libérer des produits de la réaction, les prostaglandines qui sont responsables de l'apparition de certains symptômes inflammatoires tels que la douleur. Enfin, j'en déduis que l'aspirine et l'ibuprofène empêchent la fabrication de prostaglandines et sont donc des inhibiteurs de l'enzyme, vu que inhibiteur, ça veut dire que ça empêche une action. L'aspirine et l'ibuprofène ne sont pas des substrats qui sont transformés en produits. Ils vont empêcher l'enzyme d'assurer son rôle. Pour finir avec l'étude de ces différents points, c'est-à-dire l'observation de la lame, le logiciel et du modèle qui permet de modéliser la réaction inflammatoire, ou encore le logiciel RASTOP qui nous a permis de visualiser la transformation de l'acide arachidonique qui est prise en charge par l'enzyme COX en prostaglandine, nous allons arriver au bilan 1B. Dans ce bilan, on vous indique que la réaction inflammatoire est essentielle. Elle va traduire l'accumulation de molécules et de cellules immunitaires sur le lieu de l'infection ou de la liaison. Lorsqu'elle est aiguë, elle présente des symptômes stéréotypés qu'on a vus ensemble, la rougeur, chaleur, gonflement, douleur. La prise de médicaments anti-inflammatoires permet de limiter la douleur tout en faisant en sorte que la réaction inflammatoire puisse avoir lieu.
La réaction inflammatoire prépare le déclenchement de l'immunité adaptative que l'on verra ensemble un peu plus tard lors de la prochaine séance.